Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur ce Facebook Live pour le défi Rise France, donc au profit de deux fondations. La Fondation des Hôpitaux de Paris et la Fondation des femmes. Donc, quel est l'objectif? L'objectif de ce défi Rise Up France, c'est tout simplement de prendre conscience ensemble avec tous ces leaders, donc qui vont nous porter des pépites par rapport à la traversée de ce confinement et nous aider à sortir de ce confinement. L'ensemble de ces interviews seront regroupés donc en coffret, et ce coffret sera donc à la vente de 99 €. Plus de 10 heures d'interviews comme des mini-formations, et l'ensemble des sommes récoltées sera récupéré et donné aux fondations. Donc à ces deux fondations dont je viens de préciser, les Hôpitaux de France, et nous serons entourés donc par des personnes formidables qui vont nous aider à cibler où cet argent doit aller, et à la Fondation des femmes contre la violence faite aux femmes. Donc voilà déjà l'objectif de ce Rise Up Défi France. Il faut savoir que chaque interview qui est faite, dont celle que nous allons avoir avec Cathy Labarre ici présente, donc sera disponible sur le groupe pendant 24 heures où vous auriez accès librement. Au bout de 24 heures, elle sera retirée et elle sera donc mise dans ce coffret. Donc ça, c'est aussi important. Je remercie vraiment l'ensemble des leaders qui ont contribué à ce que ce défi Rise Up France ait lieu. On a déjà une première partie, nous avons un beau panel. Sur la deuxième partie, j'ai fait donc un Facebook là-dessus pour expliquer quels étaient les intervenants. Et nous avons la chance de commencer donc deuxième partie avec Cathy Labarre, qui est une femme d'une grande générosité, je tiens à le dire, parce qu'elle nous a déjà fait une première intervention qui a tellement cartonné qu'elle s'est dit, j'ai envie d'apporter quelque chose qui est important pour les jeunes, important pour les parents des jeunes. Et vous allez voir que quand je vous dis c'est une pointure en la matière, pour moi c'est une femme d'abord qui est authentique, qui a de belles valeurs, des valeurs humaines, des valeurs de partage, des valeurs d'apprentissage, et c'est une visionnaire. Elle s'est posée l'actualité avec des mots clairs, et elle sait aussi être visionnaire dans tout ça. Alors, je vais vous présenter Cathy Labarre en quelques lignes. Donc, Cathy Labarre, c'est une experte conférencière des sciences humaines appliquées au comportement de l'entreprise. C'est une experte formatrice, consultante des sciences humaines appliquées au comportement de l'entreprise, et donc experte et concepteur des sciences humaines appliquées au comportement également de l'entreprise. C'est une socio-analyste, et ça, c'est important. Sa mission de vie, c'est de remettre l'humain au cœur de sa vie d'acteur et d'accompagner chacun pour libérer le potentiel endormi par les déterminismes. Et elle accompagne les mutations que traversent nos sociétés. Et on est en plein dedans, ça c'est clair. Donc, elle est la fondatrice du cabinet VECMA, qui est dans les Hautes-Pyrénées. Elle est spécialisée dans le développement des individus en favorisant et contribuant à leur développement social et professionnel. C'est une conférencière internationale, c'est une auteure, et elle est experte dans les sciences appliquées au comportement de l'entreprise, experte sur les séminaires de prévention, burn-out et gestion du stress. Ça, c'est très important parce que en ce moment et après, je pense qu'il va y avoir aussi de belles choses à faire, parce que, et en même temps, elle le vit aussi, je dirais, tous les jours. Donc, depuis plus de 10 ans, elle est dans ce domaine-là. Donc, aussi dans la stratégie managériale, comportementale, la communication analytique, donc l'accompagnement au changement de paradigmes mondiaux et leur impact sur les comportements et les organisations. Quand je vous dis c'est une visionnaire, et c'est pas pour rien que je le dis. Donc, elle a 50 casernes de pompiers à son actif. Intervention chez les pompiers, elle fait de la formation pour les pompiers dans la gestion du stress, l'évacuation des émotions perturbatrices. Depuis mars 2020, elle est à l'origine de la création de la cellule de crise en danger d'épuisement pour les pompiers, pour les soignants, pour les gendarmes, pour les forces militaires.
sur la prise en charge et l'accompagnement des personnes du front exposées au post-traumatique et au déchocage. Elle est également organisatrice. Elle a beaucoup de choses à son arc. C'est une femme très active, organisatrice de nombreux événements. Donc, organisatrice, par exemple, du congrès Quelle place pour nos enfants différents, l'organisatrice du congrès international sur l'innovation pédagogique incluant les dernières recherches neurologiques et mutations sociologiques et mondiales, qui a été parrainé par l'illustre chercheur Jean Stone et soutenu par la protection sociale française Humanis. Et elle est l'auteure d'un livre, Libérez-vous du stress, Halt au burn-out. Et j'ai cru aussi voir qu'il y a un deuxième ouvrage en cours de publication qui va sortir le 2 novembre, qui est Burnout 2. Voilà tout ce que j'ai à dire. Je pourrais en dire aussi beaucoup plus, mais ce qui est important, c'est que donc Cathy nous livre donc sa thématique aujourd'hui, où elle va nous parler vraiment de tout ce qui va concerner ces jeunes en période d'examen et surtout leur avenir et besoin de rassurer ces jeunes et leurs enfants. Cathy, je te donne la parole. Merci. Après cette présentation, j'avoue effectivement qu'en toute humilité, je n'ai plus rien d'autre à dire. Merci. Donc, pourquoi j'ai proposé à Brigitte de revenir une deuxième fois? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, bien sûr, du front, puisque je suis en tête de m'occuper des gens du front. On parle énormément du confinement, des peurs des parents, on parle beaucoup de choses, mais il me semble aussi qu'on oublie un peu nos jeunes. On oublie la situation dans laquelle sont nos jeunes. Je suis appelée, je suis beaucoup de jeunes en ce moment. Beaucoup de familles m'appellent parallèlement à toutes mes activités. Et il me semblait incontournable de faire une intervention avec, je dirais, trois grands aspects. Un aspect pour vous rassurer, vous, parents, un aspect pour rassurer nos jeunes, il me semble que c'est incontournable, et un aspect sociologique par rapport à ce qui est en train de se jouer au niveau de la pandémie, et comment les mutations et les décisions au jour le jour vont impacter tout ce qui est en train, que ce soit nos brevets des collèges, que ce soit nos bacs, que ce soit les inscriptions aux écoles supérieures. Donc, je vais essayer effectivement, je ne vais pas me substituer au ministère de l'Éducation, mais je vais essayer de vous apporter quelques éléments qui me semblent importants pour vous rassurer, vous parents. Alors, d'abord, j'aimerais parler de vous en tant que parents par rapport à votre posture. Il est vrai que par rapport aux nombreux parents qui m'ont appelé, qui me connaissent bien pendant le confinement, je vais être honnête, j'ai tout vu, d'accord? J'ai vu des parents s'inquiéter parce que les jeunes n'étaient pas tellement assidus aux vidéos, n'étaient pas tellement assidus avec rigueur au travail, aux devoirs, aux exercices, à la production écrite, que les jeunes n'étaient pas tous, j'ai envie de dire, en harmonie avec les vidéos, de rester 2 heures devant une vidéo sans relation interpersonnelle, sans face-à-face pédagogique. Donc, j'ai vu beaucoup de parents qui m'appelaient parce qu'ils avaient envie de s'énerver, parce qu'ils étaient agacés et qui me demandaient de raisonner les jeunes. Alors, je vais être franche, quitte à prendre la responsabilité de vous décevoir, mais je n'ai pas rassuré les parents parce que j'en avais pas envie. Voilà. J'ai rassuré par contre les jeunes. J'y viendrai pour vous partager ce que j'aurais dit, mais j'ai envie, moi, de vous adresser à vous, parents, et de vous demander un petit peu de prendre de la hauteur avec moi. Honnêtement, est-ce que vous pensez sincèrement que ce qui est en train de se vivre va empêcher vos enfants de réussir? Honnêtement, posons-nous la question ensemble. Est-ce que vous croyez fondamentalement que vraiment 2 mois, on va dire au niveau ralenti pédagogique, au niveau intégration cognitive des cours, est-ce que vous pensez vraiment que votre enfant va subir un échec? Mais comment on peut penser des choses similaires si soi-même on n'a pas des propres peurs en tant que parent, si soi-même on a zéro confiance en tant que parent, si soi-même on n'a pas un rapport à l'écrit, si soi-même on n'a pas un rapport à l'école qui est peut-être défaillant ou qui est peut-être dans le perfectionnisme aigu. Et je crois que c'est important que je vous partage ça. Je suis également maman, donc je peux m'autoriser. Je pense que non seulement en tant que professionnelle, vous l'aurez compris, en tant qu'organisatrice des congrès et peut-être au niveau des 10 000 tests de prédisposition d'orientation que je fais passer, au niveau des centaines d'enfants dyslexiques, dysphasiques, de troubles du langage auxquels je fais passer des tests et qui n'ont jamais raté leur orientation. Aucun jeune qui a raté son orientation depuis que je le suis.
Donc, je peux effectivement vous rassurer et vous affirmer que ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre qui va empêcher votre jeune de réussir. Et je crois que là, en tant qu'adulte, en tant que parent, on a quelque chose, je dirais, d'important. Alors oui, il y a un relâchement de nos jeunes, on va le voir. Oui, on a certains jeunes qui ont perdu leur repère. Moi, j'ai des jeunes qui ne dorment plus parce que de voir le concours annulé, alors que ça faisait quasiment des mois qu'ils étaient en train de réviser en prépa, mais c'est une panique générale. Et si on leur met une pression supplémentaire en tant que parents, je pense qu'on n'est pas des parents aidants. Et pourquoi on n'est pas un parent aidant? Parce qu'on a peur que notre enfant qui ne s'attelle pas aux devoirs, qui ne s'attelle pas aux travaux, soit en échec. Mais l'échec n'existe pas. Et ça, c'est important de vous le dire. L'échec, c'est une terminologie, c'est une sémantique, c'est un concept uniquement français. Pour avoir habité au Canada, pour avoir habité étant jeune en Allemagne, pour avoir habité au Luxembourg, je n'ai pas dit en vacances, j'ai bien dit habiter, je me suis rendu compte que l'échec, c'est uniquement la France qui a ce concept. L'échec n'existe pas. On a des bifurcations qui existent, on a des retards, on a des changements qui existent, mais l'échec, le concept même de l'échec n'existe pas. Donc, si vous-même, vous êtes convaincu que l'échec existe, vous allez le projeter sur vos enfants. Mais comment on peut projeter un échec sur un enfant de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, de 20 ans? Est-ce que vous savez que vos enfants, au niveau sociologique pur, je vous aurais dit la même chose avant, hein, nos jeunes, depuis 10 ans, je le dis dans mes interventions en fac, je le dis dans mes interventions des classes, nos jeunes vont changer minimum 3 fois de métier. Nos jeunes vont changer peut-être 15 fois d'entreprise. Le CDI est en voie de disparition. Et je ne le dis pas par rapport à la pandémie, je le proclamais déjà avant. Alors, je vais vous donner un chiffre que vous devez noter en tant que parent, qui est l'issue des plus grands prospectivistes du monde, et je nomme mon ami Jean Stone, qui est pour moi un des plus grands prospectivistes, non seulement d'Europe, mais mondial. Et donc, quand on a travaillé avec Jean et d'autres prospectivistes, hein, vous pourrez le voir avec Luc Ferry, vous pourrez le voir avec toutes les personnes qui travaillent vraiment sur ces champs thématiques, on a, écouté bien, 66% de nos jeunes, j'ai bien dit 66% de nos jeunes qui n'iront pas en entreprise, qui n'iront pas en CDI, qui ne voudront pas d'un emploi linéaire, qui ne voudront pas s'investir dans une entreprise, qui vont créer leur emploi, je n'ai pas dit leur entreprise, dans les 60 à 66% qui avaient été relevés avant pandémie, on savait que nos jeunes allaient créer à partir de leur passion, à partir de leur talent, à partir de la vente d'informations, à partir des choses qui font sens, qui font corps. Ils ne veulent plus du linéaire. Alors, quand on parle d'échec, mais de quoi est-ce qu'on parle? On veut absolument les emmener sur le même fil conducteur que nous. L'orientation en France est un désastre. L'orientation en France a été minable pour nous. Elle n'a pas changé d'un iota. Elle est toujours en train d'utiliser le catalogue La Redoute. D'ailleurs, je crois que le catalogue La Redoute a déposé le bilan, mais on l'utilise toujours. En troisième, on dit quoi à nos enfants? Tourne les pages, chérie. Tu veux faire quoi? Ah, c'est pas mal cette tenue. Sauf que on connaît quoi en orientation? La voisine de palier, la mamie, le grand-oncle, le tata et le papa. 750 métiers identifiés en France, 250 métiers nouveaux qui ne sont pas référencés dans les fiches de poste au niveau ministériel. Je vous défie à n'importe quelle preuve de France, je le prends en face de manière spontanée, je lui dis citez-moi 250 métiers sans réfléchir, des fiches référentielles ministérielles. J'ai le temps d'aller au repas, me faire inviter, de revenir pour le thé. Et on demande à nos jeunes en troisième de choisir un métier. Mais atterrissons quand même, ne soyons pas stupides. Ce n'est pas de l'orientation, ça. C'est juste du choix de catalogue La Redoute, c'est rien de plus. Et je vous dis, ils ont déposé le bilan. Alors imaginez, comme le Moyen-Âge, il faut peut-être le revisiter. L'orientation, ce n'est pas ça. Nos jeunes n'en veulent pas de cette orientation. Alors imaginez, en époque de pandémie, qu'est-ce que nos jeunes doivent ressentir? Nos jeunes ne vont pas rater leur vie parce qu'il y a un ralenti de 2 mois ou peut-être pour certaines écoles qui vont reprendre au mois de septembre. Si votre enfant, et ce que je ne vous souhaite pas, si votre enfant était hospitalisé parce qu'il était malade, comme j'ai des jeunes qui sont hospitalisés pour des maladies orphelines, pour des choses comme ça,
Est-ce que vous croyez vraiment que les parents parlent d'échec? Non. Ils sont en train d'aménager les devoirs au rythme des examens, au rythme des opérations, au rythme de toute la stratégie médicale. Et donc, il n'y a pas d'idée d'échec. Par contre, on essaie de différer dans le temps, d'adapter. Peut-être que ça va prendre 6 mois de plus, peut-être que ça prendra 1 an de plus. Mais quand on a 18 ans et qu'on a, admettons, mais même le bac à 20 ans, je vais vous donner une analogie qui m'amuse. Combien d'entre vous, quand vous êtes arrêté par la gendarmerie, oui, j'aime bien les gendarmes, je suis désolée, voilà, je peux être en décevoir, mais j'aime les forces de l'ordre et j'aime l'uniforme. Si jamais vous êtes arrêté par un gendarme, imaginez que vous présentez votre permis de conduire et sur le permis de conduire, vous n'allez pas dire au gendarme, j'ai eu le code au bout de la 7e fois, monsieur, et donc j'ai dû tout repayer parce que ma conduite, je l'ai eue au bout de la 3e fois. Non, vous présentez quoi? Votre permis de conduire, et puis c'est tout, on passe à autre chose. Donc, même si votre jeune, il n'a pas tout du premier coup, est-ce que vous considérez vraiment qu'on va dire à notre jeune, tu as un échec? Je trouve qu'on ne peut pas avoir ce discours. Donc, je vous propose de rayer définitivement, comme on m'avait fait faire d'ailleurs moi à 18 ans, les Canadiens m'avaient appris à rayer le mot échec de ma vie, complètement. Le seul échec qui existe, c'est quand on ne se relève pas de quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on voulait. Mais dans la mesure où on aménage des actions correctives, dans la mesure où on dépasse la stagnation, mais si ça prend 1 mois, 2 mois de plus, mais sur une vie, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est par rapport à un cancer? Qu'est-ce que c'est par rapport à la mort d'un enfant? Qu'est-ce que c'est par rapport à une tragédie familiale? J'ai accompagné les amputés de la route pendant 2 ans et demi à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. 2 ans et demi. C'est moi qui leur ai annoncé l'amputation. Des jeunes qui avaient 17 ans, des jeunes qui avaient 20 ans, des jeunes qui avaient 25 ans, suite à un accident de voiture essentiellement. Et là, vous savez, je crois qu'il faut apprendre à relativiser. Donc, j'aimerais vous dire que sur cet aspect, nous, adultes, on a un rôle fondamental, c'est de rassurer nos enfants. Et je vous le demande, parce que vous allez voir, je vais vous dire ce qu'ils ont dans leur tête, ce que vous ne savez pas, dans ce cadre de pandémie. Je crois que ça va peut-être vous aider à comprendre un petit peu le laxisme, je dirais, d'habits d'apparat qui sont en train de vous jouer, le détachement, je m'en fiche, moi, je n'ai pas peur de prendre des risques. Vous allez voir au fond de leur cœur, quand ils me parlent à moi, ce qu'ils vous disent, et ce qu'ils n'osent pas vous dire du moins, mais qui me disent à moi de cette tragédie en ce moment, qu'on est en train de leur faire vivre par rapport à une projection d'avenir. On leur laissait déjà une société endettée jusqu'à leur 4e génération, mais alors là, je vais vous dire, en termes de cadeaux, ce n'est pas le muguet qu'on leur offre, hein, croyez-moi aujourd'hui, hein, c'est une catastrophe qu'on leur offre. Alors si nous, adultes, on n'est pas du béton, vous m'entendez, du béton pour leur dire, écoute, la société en ce moment, elle est complète. Ton bac, tu vas peut-être pas le passer dans les conditions que tu pensais. Ton concours, tu l'auras peut-être pas cette année parce qu'il est annulé, mais tu vas avoir un entretien à l'oral. Mais nous, ton père et moi, on est là. Et on sait que tu es programmé pour réussir. Donc, tu vas réussir. Et s'il y a un peu plus de longueur, s'il y a des étapes, s'il y a un plan d'action un peu plus long, c'est pas grave. C'est pas ça qui t'empêchera de réussir ta vie. Parce que ton père et moi, on croit en toi. Et on t'aime. Et les résultats que tu as à l'école n'ont rien à voir avec l'amour inconditionnel qu'on t'a. C'est 2 choses différentes, mon cœur. Donc, à un moment donné, en tant qu'adulte, on a la responsabilité, dans cette période, plus que jamais, je ne vous fais pas culpabiliser, hein, parce que moi, la culpabilité, ça n'existe pas dans ma tête, ni dans mon cœur, ni dans mes archétypes sociaux. Par contre, la co-responsabilité, la responsabilité d'adulte, ça, par contre, c'est important pour moi. Et je crois qu'on a le devoir, vous m'entendez, le devoir de les soutenir. Et puis, s'ils ont été un peu moins assidus, mais puis s'ils n'ont pas trop rangé leur chambre, et puis la vie elle continue. Quand ils vont quitter la maison, qu'ils vont partir en studio, vous allez pleurer les mères. Vous allez pleurer, vous allez vous dire les chaussons ne sont jamais déballés, tout est hyper rangé dans la chambre. Alors profitez-en pendant qu'ils sont là, même si vous agacent un peu, même s'ils sont un peu moins assidus, ils vont réussir leur vie. Soyez complètement à l'aise avec ça. Alors avec peut-être un détour, avec peut-être une route un peu plus longue, mais ce n'est pas important. C'est pas important. Vous savez ce qui fait réussir un jeune et un adulte dans sa vie. Et là, je crois que je n'ai pas besoin de démos scientifiques ni neurologiques parce que vous allez vous retrouver en fonction de votre histoire de la vie. La seule chose qui nous construit dans la vie, c'est l'amour d'un adulte quand on est jeune.
C'est l'amour d'un adulte, vous m'entendez? C'est comment un adulte bienveillant m'a regardé, comment il m'a construit, même s'il ne m'a pas dit qu'il m'aimait. Donc, si vous donnez, si vous envoyez de l'amour inconditionnel à votre enfant, même quand il vous agace, je peux vous garantir que sa vie, elle est déjà à 60% réussie. Le reste, c'est juste des ajustements, c'est des plans, c'est des si. Voilà. Donc ça, c'était partie, elle me semblait incontournable à vous partager. Maintenant, je vais vous parler de vos jeunes. Parce que peut-être, effectivement, qu'ils vous semblent un peu ironiques, un peu détachés, un peu laxistes. Moi, je vais vous dire, ils sont beaucoup plus effrayés que vous ne le pensez. Je parle avec beaucoup de jeunes et j'ai le privilège qu'ils m'appellent sur WhatsApp avec les outils parce que bon, vous doutez bien que quand on s'occupe des jeunes, on a intérêt d'être un peu à la page, quoi. Même si je n'aime pas tout ça, je suis quand même assez équipée. Et donc là, ils me font part de leurs angoisses. Ils me font part parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont l'impression que qu'est-ce qui va se passer pour cette fin? Comment ça va se passer? Ils sont complètement déstabilisés. Ils n'arrivent même plus à se projeter. Est-ce que vous savez déjà qu'un jeune, il n'a pas du tout cette même vision de la temporalité. Je suis obligée de vous parler de la temporalité. Quand on est jeune en devenir, quand on est en construction identitaire, la valorisation du temps n'a pas du tout la même signification. Nous, voilà, enfin moi je ne me considère pas le temps parce que le temps n'existe pas pour moi, il n'existait pas avant, alors imaginez avec le confinement, il existe encore moins quoi. Je m'étais aussi heureuse que de plus avoir de... Si j'ai des montres, mais j'ai toujours dit aux gens, c'est que des bijoux, je ne sais pas regarder l'heure quoi. Donc, dans mes formations, je demande un gardien du temps. Parce qu'à minuit, je peux être en train de vous parler, je ne sais même pas l'heure qu'il est, s'il fait encore jour. Donc, nos jeunes, ils sont pareils. Le temps n'existe pas de la même manière que vous. La temporalité du temps, ils sont ce qui semble demain pour vous, pour eux, ils sont dans le présent. Se projeter dans 10 ans, pour eux, c'est impossible. Se projeter dans 4 ans, c'est un effort considérable. Alors, quand vous leur demandez de se projeter, c'est pas très simple et ça peut vous agacer parce que la réponse va se faire attendre. Bien évidemment, demandez-leur déjà ce qu'ils peuvent faire ce soir, ça ne sera déjà pas si mal. Ce qui est important, c'est qu'ils sont angoissés, ils sont perturbés. Et si vous saviez dans les réseaux sociaux ce qui s'envoie comme message, vous seriez vraiment, vraiment surpris en tant que parent. Parce qu'à un moment donné, même s'ils ne vous le partagent pas, ils n'ont pas besoin de regarder la télé. Ils se posent des tas de questions, ils sont au courant de tas de choses, et même s'ils fanfaronnent, ils appréhendent la reprise. Ils l'appréhendent parce que qu'est-ce qu'on leur laisse comme monde? Mais qu'est-ce qu'on est en train de leur offrir? Mais est-ce que vous vous posez les questions? Et là, je vous le redis, je suis également maman. Donc, en termes de légitimité, je suis désolée, j'ai la même que vous en tant que parent. Déjà, il faut que vous compreniez que chaque parent a une histoire de vie. Donc, on n'a pas les mêmes règles, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes normes. Et même entre nos enfants, en fonction des âges, on a évolué. Donc, ce que vous avez dit à votre premier, ce que vous direz au deuxième, ce que vous direz au troisième, ça n'a pas la même du tout intensité. Ça n'a pas les mêmes teneurs. Donc, imaginez là ce qu'ils sont en train de vivre. Ils sont en train de vivre quelque chose de complètement fou et ils voient les adultes, les parents, être dans une incertitude totale. Ils voient bien que les parents ont peur de reprendre, que tout le monde fait débat déjà pour l'aspect professionnel, et on leur demande à eux d'être carrés, de faire comme d'habitude, d'apprendre comme d'habitude. Mais je trouve que c'est très angoissant quand on est jeune. Très, très angoissant. Alors bien sûr, ça ne va pas se traduire, on voit déjà son père et sa mère peut-être angoissés, on ne va pas en plus rajouter une couche et dire à sa mère et à son père, tu sais, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai un peu peur et puis je n'ai pas envie de travailler parce que je ne vois pas où on va, je ne vois pas ce qu'on projette là. J'arrive pas à m'y mettre, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, on n'a pas envie d'inquiéter les parents. Et qu'est-ce qui se passe? On retient, et donc on va faire le contraire de ce qu'on ressent, c'est-à-dire qu'on va être un peu agaçant, alors plus la crise de l'ado, effectivement, on va avoir des comportements qui sont un petit peu particuliers. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, j'ai envie de vous dire, essayez d'en profiter pour les rassurer. Parce que je crois que la seule chose qui peut les aider, c'est de leur dire, tu sais, je comprends que tu dois te poser des questions, même si tu ne m'en parles pas. Je peux comprendre que tu n'as peut-être pas trop envie de travailler, que tu as envie de baisser les bras, mais je pense que voilà, il faut qu'on essaie d'avancer quand même si c'est complexe. De quoi, écoutez bien la question, notez-la. Au lieu de dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, oui, bof, ça, excusez-moi, c'est un petit peu démodé, hein, juste un peu démodé. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Hein.
Par contre, quand j'étais au Canada, vous voyez, c'est pour vous dire qu'on est un peu des retardés mentaux quand même en France. Hein. Déjà, on m'avait habitué à travailler sur la question. Parce que quand on est au Canada, et ça se passe encore aujourd'hui, hein, ce que je vous dis, on ne nous a jamais demandé qu'est-ce que tu veux faire. Jamais. Moi, je n'ai pas connu ça. On m'a demandé, par contre, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? Tu as un rêve? Parce que si on a un rêve, on va déjà avoir les feuilles d'orientation qui se dessinent, on va avoir déjà des axes. Voilà. En France, on vous dit c'est quel métier que tu veux faire. Alors que les CDI sont en voie de disparition, les métiers sont en voie de disparition. Mais on est quand même en train de vous poser la question. Demandez à votre jeune, c'est quoi que tu aimes le plus profondément? Et s'il a des difficultés en ce moment, que ce soit pour son brevet des collèges, que ce soit pour son bac, que ce soit pour suivre les cours, que ce soit pour son projet peut-être, demandez-lui. Écoutez bien cette phrase. Son prénom. Je vais prendre le nom d'un de mes fils, ce sera plus simple pour moi. Jonathan, de quoi tu aurais besoin et de quoi tu as besoin en ce moment pour parvenir à faire tes devoirs, pour parvenir à la réussite de ton brevet des collèges, à la réussite de ton bac? De quoi tu as besoin? Et comment on peut t'aider, nous? Comment? Là, quand on pose une question à quelqu'un, on n'est plus du tout, si vous voulez, sur la pression qu'on va mettre à nos jeunes. Chaque fois qu'on utilise le questionnement, on permet tout le temps à l'autre de rentrer dans sa phase de processus d'investigation. Et ça marche. Donc, question de fond, qu'est-ce que tu aimerais faire le plus dans la vie? Qu'est-ce qui te plairait vraiment? Et de quoi tu as besoin là, en ce moment, pour parvenir à cette fin d'année, tant bien que mal, et la finir comme tu peux? Et comment on pourrait t'aider, nous? Qu'est-ce que tu attends de nous pour qu'on puisse t'aider? Et si vous rentrez dans ces phases-là, vous allez voir qu'il va y avoir une ouverture qui va se produire parce qu'on n'est pas dans la pression, on ne met pas un pointeur sur notre jeune quand on est comme ça. Et admettons que votre jeune n'est pas son bac. Allez, je vais aller plus loin parce que j'ai envie de vous embêter. Voilà, avec beaucoup de bienveillance, je vous promets, avec beaucoup d'amour. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va être la fin du monde, honnêtement, pour votre fils? Peut-être que le gouvernement fera du rattrapage. Je vais vous parler après techniquement, c'est sur le 3e paragraphe que je parlerai. Mais peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Mais on ne peut pas, en plus de la pression du contexte sociologique de cette pandémie qui impacte nos jeunes, même si vous ne le dites pas, je vous le dis sincèrement, je le vois dans les questions quand ils m'écrivent, je le vois dans ce qu'ils m'envoient comme message. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on puisse leur ajouter une pression supplémentaire. Donc, aider notre jeune à grandir, aider notre jeune à dépasser ses angoisses malgré ses apparences contraires, c'est vraiment lui demander qu'est-ce que tu as envie et de quoi tu as besoin et comment on peut t'aider. Voilà. Et puis, tu sais, je veux dire, c'est très délicat ce qu'on est en train de vivre. Donc, même si par inadvertance, il y avait quelque chose que tu ratais, ça ne change rien à ton avenir parce que tu réussiras de toute façon. Vous savez, moi, j'ai toujours dit à mes fils, je crois que je vous l'avais dit pour ceux qui m'ont entendu l'autre fois, hein, qu'ils étaient condamnés à réussir. Condamnés, parce que la réussite, ils l'avaient dans eux. Et ils l'ont cru. Mais j'aurais pu leur dire aussi, de toute façon, si tu fais rien, tu es condamné à échouer, mon pauvre chéri. C'est aussi, ils l'auraient cru. Donc, vous voyez bien qu'on a quand même un impact vraiment déterminant. Mais on est dans une situation inédite, je ne peux pas vous dire mieux. Jamais on a connu au niveau mondial des écoles qui ont fermé dans ce cadre, des examens qui sont reportés, des oraux qui sont annulés. On n'a jamais connu ça. Donc, comment vous voulez, dans une situation inédite, contextuelle, sociologique, pandémique, leur demander de faire exactement comme avant? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose qui est une blague là-dedans? Même nous, on est obligé d'agir différemment. Et en plus, on agit, j'emploie le terme parce qu'il est entreprise, mais on ne peut pas en appeler un autre, on agit en flux tendu. C'est-à-dire ce qui est vrai le matin, le soir, on a une autre info qui ne va pas être vraie. Et s'il y a un deuxième confinement, comment vous allez faire pour vos jeunes si vous leur mettez trop de pression? Vous vous rendez compte? Peut-être qu'ils vont avoir peur de reprendre le chemin.
Ils ont peut-être certains des angoisses. Moi, j'ai déjà des jeunes qui commencent à s'inquiéter et qui commencent à avoir un sommeil un peu affecté. Donc, automatiquement, je crois que notre rôle aujourd'hui en tant que parents, c'est pas de leur dire d'abandonner ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas non plus le discours que j'ai pas envie de l'avoir, mais c'est vraiment ne pas leur ajouter juste une pression supplémentaire et de prendre en considération, je vous le demande, les angoisses qu'ils ne sont pas en mesure de vous communiquer déjà verbalement, mais qui les habitent. Moi, j'ai eu des discussions avec des jeunes hier, et devant les parents, parce que ce que je vous dis, je l'ai dit aux parents hier en Skype, et le jeune a regardé ses parents, il leur a dit, c'est vrai qu'au niveau du temps, ce que dit Cathy, c'est exactement ça. On n'arrive plus à se situer dans le temps. On avait déjà du mal, mais la temporalité, là, on ne se situe plus. Donc, vous voyez bien qu'ils sont quand même dans une incertitude différente, mais similaire à la nôtre, sauf qu'elle va se traduire différemment parce qu'ils n'ont pas encore entamé leur vie, parce qu'ils n'ont pas suffisamment l'expérientiel, parce qu'ils n'ont pas le vocationnel, parce qu'ils n'ont pas le professionnel encore. Ils n'ont pas ce repère, ils ne l'ont pas. Donc, soyez patients, soyez indulgents et soyez valorisants. Être aidant en tant que parent a autre chose que je veux partager avec vous, c'est sur l'évaluation. Je vois en conférence, parce que je fais le jeu et ça m'amuse énormément, je l'avais fait d'ailleurs au Canada en tournée, c'est de demander aux parents, mais de manière spontanée, très spontanée, c'est quoi une bonne note pour vous? Et donc, je le fais à toute la salle. Et je demande vraiment aux gens d'être spontanés. Je vous donne un exemple. Donc, je vais prendre une matière, celle qui me vient, d'accord? Je peux prendre des fois le français, les maths, l'anglais. Et donc là, c'est impressionnant dans la salle. 8, 14, 19, 12, 15, voilà. Et là, je réponds juste aux parents, vous venez de me donner la note qui est la traduction de votre rapport à l'école et du rapport à l'écrit. Rien de plus, mais pas celle de votre enfant. C'est-à-dire que sur l'évaluation, on a un niveau d'exigence uniquement par rapport à nous et par rapport à la représentation subjective qu'on avait, nous, par rapport à l'école. Sauf que je vais vous dire, 12 en anglais, pour un enfant dont les parents ont mis 19, c'est une très, 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 très mauvaise note qui va générer un conflit pour les parents, pas pour le jeune, quoique le jeune, ça va être une tension. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a jamais dépassé dans sa scolarité le 11, si son enfant a un 12, oh, mon cœur, c'est vraiment génial, j'ai jamais eu ça dans toute ma scolarité. Mon fils est le génie de la famille. Et si votre enfant a 8 en anglais et que je le suis, qu'il est dyslexique, dyspraxique, dysorthophonique, je vais vous dire 8 en anglais, tu es vraiment un bon. Tu es excellent, crois-moi. Parce qu'un trouble 10, multi-10 et l'anglais, ça ne va pas. Du tout, du tout, du tout, du tout. Parce qu'au niveau neurologique, il y a quelque chose de complètement inversé au niveau cognitif. Donc, 8 en anglais pour un enfant 10, wow, je ne peux que le féliciter. C'est bien, c'est vraiment bien. Donc, l'évaluation, elle est complètement subjective. Elle est votre rapport à vous, votre rapport à l'école, votre rapport aux notes, votre rapport à votre niveau d'exigence. Mais est-ce que votre niveau d'exigence, dans ce cas précis de pandémie, il est cohérent par rapport à votre jeune? Et si on oubliait un peu l'évaluation, et si on était plus le parent aidant rassurant? Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Parce que je crois en toi. Et je sais que tu peux faire ce que tu peux. Voilà. Donc, s'il y a des questions sur ces deux thèmes, voilà. Et je vais vous parler maintenant un petit peu plus technique, et la troisième partie sur laquelle on clôturera avant vos questions. J'aimerais vous parler, voilà, j'ai pris des notes pour vous en parler. Donc, au niveau du brevet des collèges, au niveau du baccalauréat, au niveau des BTS, on va avoir quasiment un ensemble de choses qui ont été décidées par le gouvernement. C'est de ne pas tenir compte des évaluations, soyez rassurés pour ceux qui ne le savent pas, de tout ce qui aura été évalué pendant le confinement. Aucune note qui a été évaluée pendant le confinement ne sera prise en considération pour les examens et les diplômes. On va, alors excusez-moi quand je dis on va, c'est une façon de parler, ils vont s'appuyer sur tout ce qui a été évalué avant le confinement de la pandémie. Et donc de faire des moyennes de tout cela.
Donc, ça veut dire que toutes les évaluations du confinement, normalement, s'ils ne changent pas d'avis, ne seront pas prises en considération. Donc, ça peut peut-être rassurer certaines familles, certains jeunes, je pense. Au niveau, donc, BTS, contrôle continu également, les notes du confinement ne seront pas prises non plus en considération. Donc, ça, c'est hyper important. Au niveau des concours, alors là, s'il n'y a pas de modification au niveau du concours des grandes écoles, pour tous nos jeunes bacheliers qui avaient l'intention de se préparer, qui ont commencé d'ailleurs à se préparer au concours, toutes les écoles supérieures annulent le concours, y compris les écoles de commerce, jusqu'à nouvel ordre. Peut-être qu'il y aura encore une modification d'ici le 15 mai, mais aujourd'hui, ça sera remplacé par une étude de chaque dossier et par contre d'un entretien de motivation qui va peut-être se dérouler par Skype, qui se déroulera peut-être physiquement, ça je ne suis pas encore en mesure de vous le dire, mais ce qui veut dire que les concours étant annulés, chaque dossier sera traité différemment. Voilà. Donc, pour nos jeunes, je ne sais pas, moi je prendrais peut-être ça comme une opportunité. Le concours est d'une telle exigence, on peut être très très bon, on peut avoir un 17 en concours et ne pas être pris, vous le savez. Moi, j'ai des jeunes qui ont eu 18 qui n'ont pas été pris. Pourquoi? Parce que les autres avaient eu les 19, quelques dixièmes, et si. Donc, le concours, il ne suffit pas d'avoir un bon résultat, il faut être vraiment au-dessus des meilleurs. Donc là, je trouve que c'est une opportunité. Imaginez un jeune qui vraiment était angoissé par rapport au concours, par rapport à ça, et qui va être peut-être sélectionné de manière cette année complètement différente, et sur entretien de motivation et sur présentation du dossier, honnêtement, je pense que ça peut être rassurant pour les familles et rassurant peut-être pour nos jeunes. Donc moi, j'appellerais ça une opportunité à saisir. Alors, je ne veux pas, là, par contre, toucher quelque chose qui peut vous inquiéter. Au niveau de l'état actuel, mon devoir, c'est de vous communiquer quelque chose qui peut être délicat. Pour tous nos jeunes qui sont sur la voie de l'alternance et qui choisissent l'alternance, vous savez très bien que l'alternance, on a besoin d'une école, mais ce n'est pas l'école qui va être au cœur des préoccupations dans ce que je vais vous dire. Nos entreprises risquent, pour certaines, de ne pas recruter. Nos entreprises sont en train de se débattre, pour beaucoup d'entre elles, à essayer de trouver comment maintenir les personnes en temps partiel pour ne pas les licencier. Donc, les entreprises qui avaient l'habitude de prendre des alternants ne vont pas forcément prendre des alternants à la rentrée parce que cela va leur être impossible puisqu'ils vont être obligés de prioriser uniquement le retour en entreprise du partiel. Ça veut dire qu'on s'inquiète parce que tous nos jeunes alternants, on ne sait pas encore, et je ne le sais pas moi-même, donc je ne peux pas vous le dire, on attend de voir comment vont jouer les grandes entreprises, c'est-à-dire les PMI et les grandes PME. Mais les TPE, en termes d'alternants, on pense que ça va être un désastre. Les petites PME en alternant, je pense qu'à la rentrée, il n'y en aura pas. Et on suppose effectivement qu'on attend de voir le comportement des grandes entreprises. Est-ce qu'elles vont jouer le jeu de l'alternance et d'essayer de compenser dans des contrats d'alternance? Donc ça, c'était important que je vous le dise, parce que ça veut dire que tous nos jeunes et les familles qui avaient projeté d'amener leur enfant pour un BTS d'alternance ou tout court sur de l'alternance à partir d'un bac pro, ça peut être vraiment quelque chose de difficile pour vous à la rentrée. Donc, baissez pas les bras, ne soyez pas découragés, mais préparez-vous à ce que l'alternance peut être modifiée, décalée, voire complexe. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous invite, parents, pour ceux qui ont besoin de vraiment avoir des informations au jour le jour et en bonne et due forme, je vous invite à aller sur le site du gouvernement et vous verrez que le site du gouvernement pour nos jeunes essaie de mettre vraiment à jour en permanence tout ce qui est en train de se jouer pour les modifications de concours, les modifications de BTS, les modifications du brevet des collèges. Donc, surtout, n'hésitez pas parce que vous aurez l'information à la source au lieu de prendre un peu à droite, à gauche qui peut être erroné puisqu'ils essaient de mettre vraiment à jour au niveau du ministère de l'Éducation en direct. Voilà. J'espère, Brigitte, avoir répondu à nos familles. Oui, tout à fait, Cathy. Je te remercie. Je te remercie de tout ce que tu as dit. Et comme j'ai dit que tu étais quelqu'un vraiment dans l'authenticité,
Voilà, moi j'ai adoré, je te dis franchement, j'ai adoré, j'ai beaucoup ri aussi. Et ben, dans les commentaires, c'est pareil. Hein, vraiment, les gens sont vraiment très, très contents de tout ce que tu annonces, de tout ce que tu dis. Euh, voilà, ils ont vraiment été, je dirais, assidus. Ah, il y a pas de questions pour l'instant. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas parce que moi, là, je prends le chat. Donc, il n'y a pas de souci. Hein, je suis en train de prendre le chat. Et envoyez des pouces, envoyez des cœurs, hein, envoyez des pouces et des cœurs de tout ce que vous avez vu. N'hésitez pas vraiment à faire tout ça. Hein. Envoyez des cœurs, des pouces. C'est important parce que les gens aillent voir cette vidéo pendant les 24 heures parce que tous les éléments hein, sont posés, sont pertinents. Cathy, elle ne donne pas des informations à la légère. Les informations, elles ont été recherchées, elles sont fondées, d'accord. Et ça, c'est vraiment important. Je veux dire, honnêtement, il y a que des éloges sur ta prestation, sur tout ce que tu viens de dire. Et je t'en remercie. Hein, ça, c'est très important. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Cathy est quelqu'un d'une générosité extrême. Je connais Cathy depuis peu de temps. Et pourtant, je veux dire, il y a une notion de vibration, d'énergie qui est passée dès le départ. Et voilà, on s'appelle, on échange. Quand elle m'a appelé en me disant, bah, écoute, voilà, j'ai une idée, je veux faire une deuxième thématique, tu es d'accord? Mais bien sûr. Mais là, elle ne s'est pas arrêtée là. Déjà, après sa première thématique, à la fin de sa première thématique, elle a dit, voilà, j'ai envie de faire un cadeau. Parce que, bien sûr, ce n'était pas suffisant. Elle a envie de faire un cadeau. Et c'est un cadeau qui est d'une grande générosité. Prenez vos agendas. Demain, le 2 mai, à 17 h, Cathy va vous offrir une séance de sophrologie de Méditation. dingue. Une séance de sophrologie pour nous préparer au déconfinement et nous rassurer. Je peux vous dire, c'est de l'or qu'elle va vous offrir. Donc, soyez présents dans le groupe demain à 17 h. C'est vraiment un cadeau. Je ferai un post là-dessus, mais c'est encore une fois, vous voyez, cet élan de générosité de Cathy. Cathy, est-ce que tu veux donc rajouter quelque chose? Déjà, merci à vous tous. Vraiment, je veux vous dire, voilà, je sais que c'est pas simple en tant que parent, mais soyez rassurés. Et je pense que nos enfants, nos jeunes ont plus besoin de notre présence de cœur, de soutien. Et s'ils sentent qu'on est capable vraiment de les soutenir, quel que soit des fois le relâchement, quel que soit un petit peu le laxisme, mais c'est leur moyen d'exprimer leur peur. Donc, accepter qu'en tant que parent, on n'est pas la science infuse. Par contre, ce qu'on sait, c'est que au moins les aimer, leur dire combien on les aime, c'est peut-être ce qu'ils ont le plus besoin en ce moment. Et leur avenir, vous inquiétez pas. Voilà. On ne laissera jamais un jeune sur le bord de la route. Jamais. Ok, merci Cathy, vraiment merci vraiment de ce moment que tu nous as accordé. Hein. Je sais que tu as un emploi du temps très très chargé, même en ce 1er mai. Donc, c'est ce qui te porte aussi. Ta mission, tu l'as compris et tu l'incarnes. C'est aussi ça qui te permet d'être là, d'avoir ce punch, d'avoir cette énergie, de donner aussi cette énergie aux autres, parce que ça aussi, c'est transmissible. Et vraiment, je te remercie. Je remercie l'univers de t'avoir mis sur mon chemin et de pouvoir faire en bénéficier tout le monde de tout ça. Donc, un très grand merci pour encore une prestation de qualité et on te retrouve demain. Demain à 17 h, donc sur le groupe. Je serai sur le groupe au niveau, donc je partagerai sur le groupe donc ton intervention, donc pour toutes les personnes qui sont là. N'oubliez pas que ce que l'on fait aujourd'hui, cette interview est 24 heures sur le groupe. Dans 24 heures, elle sera retirée, mais vous pourrez la retrouver dans le coffret des compilations d'ensemble des interviews qui seront vendues 99 € et que l'ensemble de cette collecte sera au profit de 2 fondations. La Fondation des Hôpitaux de France pour notre personnel soignant qui est sur le front, donc pendant cette période de confinement, mais ils seront aussi là pendant la période de déconfinement. Donc, ils ont aussi besoin de nous, ils ont été là pour nous et il est normal qu'on soit là aussi pour eux. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec l'ensemble de ces leaders de cœur que j'adore. Et donc, et à la Fondation des femmes contre la violence faite aux femmes qui a augmenté de plus de 48% pendant la période de confinement. Donc, je vous envoie plein d'amour inconditionnel. Je vois que Cathy aussi est comme moi, elle envoie de l'amour à tous. Et puis, en ce jour du 1er mai, profitez, prenez soin de vous, restez à l'intérieur,
confinés et envoyer du bonheur avec toute la technologie qu'on en a. Donc, on se retrouve à 19 heures avec notre prochain conférencier qui est Paul Fontaine. Paul Fontaine est quelqu'un aussi d'incroyable, sportif de haut niveau, atteint de la mucoviscidose. Il défie la vie et il va vous montrer que par rapport à tout ce qu'il a fait au niveau sportif, il a fait le marathon, il est monté au Mont Blanc et bien d'autres choses. Aujourd'hui, il a récupéré 50% de sa capacité pulmonaire. Donc, à 19 heures ce soir, vous allez avoir donc Paul Fontaine avec un niveau de résilience absolue. Encore un grand merci à toi, Cathy, et plein d'amour aussi à toi et à toute ta famille. À très bientôt.